Bah écoutez, bonsoir tout le monde pour ce nouvel épisode des Seigneurs de la F1. Ce soir, huitième épisode, et comme on se le disait avant, ça y est, il n'y a plus l'excuse du début de saison. On arrive bientôt à la mi-saison de cette saison qui comporte plus de 20 grands prix. Je sais plus c'est combien, 22, 23, un truc comme ça, 23, 21, 23, je ne sais plus. 2, 21, 23, 22, 22, 22. 22. 22 grands prix, donc on arrive bientôt à la mi-saison. Une petite semaine de pause qu'on a eu entre le dernier Grand Prix du coup Silverstone et l'avant-dernier pardon, Grand Prix de Silverstone et le Grand Prix d'Autriche, le Red Bull Ring. Bon, je pense que tout le monde a vu le Grand Prix. Enfin bon, on va en parler ce soir. Comment allez-vous, messieurs? Johan, comment vas-tu? Ben ça va, après une petite semaine de pause de notre côté aussi pour, problème technique, on est de retour également là, pour débriefer. On pourra faire Parfait, l'intermédiaire justement entre le Grand Prix, précédent et celui qui arrive ce week-end, donc top. Pleine forme. ça marche. Alex, comment ça va toi cette semaine de pause? T'as fait du bien? Bah, ça va, hein, avec le 14 juillet, on n'a pas chômé, hein, comme si on peut dire. Ce record de canicule, hâte de voir ce que ça va Ouais, donner ce week-end, quoi. exactement. Nico, cette canicule, ce 14 juillet, cette pause, ça t'a fait du bien? Ah bah ça fait mal aux gommes, hein. Ça tire sur les gommes, ça tire sur le moteur. Comme une Ferrari, j'étais à deux doigts d'exploser, quoi. Non, Ah oui, ouais. en vrai, non, ça fait du bien. Et puis bah là, hâte de se remettre un peu dans le bain. C'est vrai que j'ai regardé les highlights du Grand Prix d'Autriche et il y a des trucs que je me souvenais même plus. Déjà, je crois que j'ai zappé qu'il y avait eu une course sprint, Oui, c'est vrai. tellement peu marquante. Et sinon, bah non, hâte de voir le Grand Prix de France pour peut-être du spectacle. Exact, exact. Bon, eh ben, écoutez, ce soir encore, un programme bien fourni. Au sommaire, ce soir, du coup, comme d'habitude, on va partir sur le récap du dernier Grand Prix, à savoir le Grand Prix d'Autriche, le Red Bull Ring qui a eu lieu il y a maintenant 2 semaines. Ensuite, on parlera un petit peu des futurs rookies, sujet qu'on a voulu aborder, parce que bah, du coup, ça vous permet aussi d'avoir des infos sur ce qui se fait avant la F1, parce qu'il y a plein de catégories différentes de voitures, il y a plein de championnats différents. Donc du coup, voilà, on va voir un petit peu quels sont les futurs, peut-être potentielles nouvelles stars de demain. Et il y a des Français dans le lot, et des même plutôt bons, qui ont possiblement des chances d'arriver au meilleur des niveaux d'ici quelques années. Donc on va en parler. Ensuite, bah, forcément, semaine de Grand Prix en France. On va se basculer un petit peu sur des grands prix, sur des sujets un petit peu chauvins, à savoir est-ce que on a des avantages réels d'être à domicile pour un Grand Prix. Par exemple, on sait que à Zandvoort, en Hollande, Max Verstappen arrive chez lui presque. Il a le paillasson à son nom. C'est magnifique. Il sait que de toute façon, il a les tribunes pour lui. Donc voilà, à voir si ça a vraiment un impact. On essaiera ensuite d'aborder un petit peu le carburant et le futur du carburant pour la Formule 1. Parce qu'on sait que c'est un enjeu assez important pour la Formule 1 qui ambitionne d'être neutre en émissions d'ici 2025, je crois, c'est ça, si je ne me trompe pas. Donc c'est un pari très très ambitieux. Voilà, donc on en parlera un petit peu au niveau du carburant synthétique, des différentes actions que certains pilotes bah, entreprennent. Enfin voilà, on ira un petit peu voir de ce côté-là. Et enfin, on finira avec les pronos, comme d'habitude. Je pense que vous les attendez tous. Moi, pour ma part, je me suis bien planté au dernier. J'ai porté malheur, je crois, au Mercedes, donc je vais faire attention à qui je vais porter la guigne cette semaine. Et on se dirigera tranquillement vers voilà, le Paul Ricard. On aura un petit sujet sur ce circuit qui est assez intéressant, in fine, mais voilà, qui a quand même un avenir assez sombre en Formule 1. On en parlera un petit peu plus. Est-ce que, messieurs, ce programme vous plaît? Au top. Ok. Yes. Yes. Eh bien, écoutez, c'est parti pour le dernier récap, enfin pour le récap du dernier GP. Du coup, le Red Bull Ring, effectivement, qui a comporté une course sprint. Une course sprint, pour rappel, il y a le week-end, il est un petit peu chamboulé. Il y a des premières séances d'essais, du coup, pour toutes les voitures.
Ensuite, ils font une course, ils font tous une course d'un tiers à peu près de la distance totale du Grand Prix. Et l'ordre de cette course-là détermine l'ordre de la course du dimanche. Est-ce que c'est bien ça, messieurs? Exactement. C'est ça. Voilà. Très Et clair. donc, du coup, on rajoute un petit peu de compétition dans la compétition. On fait une petite course avant la grande course, histoire de se dire est-ce que celui qui est vraiment fort va réussir à confirmer sa performance. Est-ce que et sur un fait de course aussi, ça peut aussi rebattre un petit peu les cartes. Et donc, effectivement, les favoris peuvent se retrouver avec un problème pendant cette petite course-là et du coup être un petit peu plus rétrogradés. Donc, voilà, il y a plusieurs Grands Prix qui comportent des courses sprint dans la saison. Et ensuite, il y a eu le Grand Prix avec tous les faits. Messieurs, qu'est-ce que vous pouvez me dire un petit peu de ce Grand Prix d'Autriche? Qu'en avez-vous pensé, Nico? Qu'est-ce que tu en as pensé de ce GP? Bah, déjà, si on parle de course sprint, comme tu Hmm. l'as bien précisé, je pense que on doit remettre en question ce truc de course sprint parce que du coup, Ok. ça abîme les voitures. Et en plus, il y a des incidents qui devraient pas arriver. Et je dis pas ça parce que j'avais pronostiqué que Alonso allait faire une bonne place, mais il arrive à la course sprint, problème électronique. Alors que Ouais. c'est quelque chose que tu aurais pu corriger avec les potentiels qualifs, tu corriges en qualif, tu viens à la course, tu es prêt, etc. Et alors qu'il partait en bonne position, et j'aurais bien vu aller loin. Mais là, c'était impossible, il a dû tout changer, repartir du fond. Et puis en plus, les courses au sprint, tu vois que tout le monde est un peu sur le frein. Tu vois que tu veux pas te tenter d'être trop greedy pour gagner juste une place en pole C'est position. sûr. Et en plus, sur des circuits comme l'Autriche, en gros, tu as le gros freinage du départ. Pourquoi tu irais prendre un risque? Et du coup, s'il Ah y bah a oui, quelqu'un derrière toi qui prend le risque, bah lui, il gagne une position. c'est ça. Donc, ça peut-être remettre en cause. Mais sinon, dans la plupart du Grand Prix, j'ai bien aimé. Dommage que Ferrari ait cassé un moteur côté Saints. Et Ça puis, bah, devient une habitude. sinon, moi, j'ai envie de dire, la prochaine fois, je demande à Yo-Yo d'aller faire un petit pari sportif juste avant le Grand Prix parce qu'il nous a fait quand même le tiercé gagnant pour la deuxième fois sur un Grand Prix. Donc là, GG, je l'avais pas vu venir celle-là. Donc Bah, non, c'est top. non, un bon Grand Prix. Le seul petit couac, je pense, et je sais pas si ceux qui nous écoutent en ont entendu parler, mais en fait, il y a eu des problèmes avec les supporters, avec quelques supporters hollandais ou même d'autres supporters sur des. Ils sont mal comportés, notamment. Il y a eu des agressions, il y a eu des problèmes. Enfin, en gros, c'était Ah un peu mince, le. Ça a été un j'avais peu pas la entendu foire. parler de tout ça. Ouais, ça a été un peu la foire. Et il y a eu, ouais, il y a eu des petits incidents, quoi. Donc non, Ok, pas cool, je pense. Et bah, du coup, à voir si ça va s'améliorer et les sanctions qui vont être prises, quoi. ok. Ça marche. Bon, après, voilà, effectivement, est-ce que c'est le format de la course sprint? Est-ce que c'est les circuits choisis qui sont un problème? Telle est la question. Mais je pense que voilà, c'est un format, en tout cas, qui a le mérite d'exister. Ils le testent, c'est la deuxième année qui est en test. Voilà, est-ce que ce sera reconduit l'année prochaine? Je pense que oui, soi-disant, c'est pour mettre un peu plus de spectacle. Mais bon, a priori, je ne sais pas si vraiment ça trouve son public. Yo-Yo, qu'est-ce que tu as pensé de ce récap du dernier, enfin, de ce dernier Grand Prix, pardon? Alors, ben, déjà, je vais revenir sur le point que Nico a abordé, la course sprint. Pareil, Hmm. sans intérêt. Si on veut Ouais, de l'intérêt, il faudrait faire comme en F2, c'est-à-dire t'inverses la grille sur les 8 ouais, c'est premiers ça. ou 10 Mhm. premiers pour que c'est un certain charme et que justement ceux qui sont meilleurs doublent ceux qui C'est sont ça. moins bons Qui doivent normalement. prouver que. Alors après, si tu me corriges, Yo-Yo, mais en F2, il me semble que toutes les voitures sont absolument pareilles au niveau de la performance. Exactement, ils ont une Ouais, performance similaire, mais en F1, quand tu vois le delta de différence qu'il y a déjà, c'est ça. sachant qu'en la course sprint, tu as quand même 4 points si tu gagnes, je crois, il y a comme des points qui sont accordés, donc Mm, ça ajoutera un certain carrément. panache au Grand Prix. Mm, Après, je pense qu'on a encore une course gagnée grâce aux pneus. mhm. Clairement, beaucoup de problèmes pour Red Bull pour gérer les pneus. Je parle pas Ouais. de Renault qui ne sait pas enlever des chauffe-pneus, mais ça c'est un autre Mm, sujet. Mais en soi, ouais. Moi, je vais revenir sur un truc qui m'a marqué, c'est la sécurité, mm. qui est totalement dépassée et ça, on le Ah voit ouais? sur beaucoup trop de Grands Prix. Mm. Mais quand tu vois la Oui. voiture de Sainz qui prend feu, Ah oui. Très tu impressionnante vois ces images. Ouais. c'est ça, ouais. Et la voiture, elle descend, tu as le mec qui essaye de mettre une cale, mais à l'avant et Ils pas à mettent un l'arrière. caillou. Ouais. Ah ouais. Heu
quand tu regardes les autres Grands Prix aussi, problème de sécurité, sur le Grand Prix d'avant, il y avait des spectateurs qui voulaient rentrer sur la piste. Là, tu as des spectateurs qui mettent des fumigènes, comme Niki disait aussi, il y a des problèmes avec de sécurité en soi. Je trouve qu'on est plus dans une ambiance de match de foot qui est délétère maintenant. C'est triste à dire, mais peut-être que si ça continue comme ça, 1 ou 2 ans, les gens ne pourront plus emmener leurs enfants voir un Grand Prix tranquillement, quoi. Malheureusement, ouais. Ouais. Effectivement, on reparlera un peu peut-être de l'incident et même de l'incendie de Sainz, qui a eu un vrai problème avec sa voiture. Et effectivement, il y a eu une gestion de cet incendie un petit peu hasardeuse. Ouais. Alex, c'était bon pour toi, Yo-Yo, pour le Alors, récap? je vais juste terminer Pardon, vas-y, je après. t'en prie. Sinon, on a pu voir un beau Grand Prix, des dépassements, une belle bataille entre Schumacher et Hamilton, Ouais. qui a eu lieu lors de la course de sprint et même pendant le Grand Prix. On voit que les As, en fonction du circuit, c'est mitigé, mais elles ont un très bon potentiel et à confirmer lorsque l'arrivée du paquet aéro et des performances moteurs aussi qui sont modifiées. On va voir ce que ça donne. Ça marche. Ok. Alex, pour finir, du coup, ce dernier Grand Prix d'Autriche, qu'en as-tu pensé? Effectivement, un peu comme mes chers confrères. Sainz, j'avoue que ça a été assez frustrant parce que tu le voyais essayer de sortir de la monoplace en feu, Avec la mais voiture ça qui reculait, glissait, donc ouais. il fallait qu'il bloque le frein. Et le Marshall qui sait pas juste mettre une cale sur le pneu arrière plutôt que le pneu avant, bref, c'était assez impressionnant. Vous voyez quand même la pression. Le problème de Charles Leclerc à la fin, sa pédale qui reste bloquée sur peut-être 10% d'accélérateur, mais donc du coup c'est une autre course si je puis dire, une autre gestion en plus des pneus et surtout sur la fin où il y a une énorme pression pour le pilote. Après moi je suis hyper content pour Schumacher parce que il s'était fait interdire de dépasser Magnussen et il a osé le faire pour lui montrer déjà qu'il est rapide et il a terminé vraiment 6e. Donc là, c'est vraiment déjà à la fin de la mi-saison, si le patron de Haas, donc Günther Steiner, avait eu 4 points, c'était rêvé. Là, en 2 courses, Schumacher, il nous met 12 points. Allez, c'est cadeau, c'est bon, on revient à la maison tranquillement. Et j'ai envie de dire, les Haas, là, en fait, elles sont aussi rapides que dans le jeu F1 2022, où on a joué avec Nico, où là, on sait que c'est une fusée, le truc, ça part. Et effectivement, comme avait dit Yo-Yo, une belle bataille. Je crois que c'était au tout début du Grand Prix quand il y avait le midfield, donc le groupe Magnussen, Schumacher, Norris, Alonso. Il y avait emmené 5 voitures côte à côte. Il y avait du double dépassement, du redépassement par la suite après. C'était quand même assez intéressant. Dommage pour encore une fois la foule, où quand on voit un début de Grand Prix où en fait les pilotes arrivent au bout de la ligne droite et il y a un énorme nuage orange qui les traverse, ça fait quand même aussi un petit peu peur. J'ai vraiment cru que la FIA allait stopper, moi à ce moment-là, parce que vu qu'ils stoppent pour tout et n'importe quoi, je me suis dit qu'avec ça allait stopper. Donc bon, à voir ce qu'ils vont décider pour les prochains Grands Prix. Moi, j'ai déjà eu vent comme quoi déjà le Grand Prix d'Autriche de 2023 est quasiment déjà complet au niveau des places. C'est tous ceux qui étaient là cette année qui ont acheté leur place pour l'année prochaine. Donc voilà. Ok, ça marche, ouais, effectivement. Encore une fois, la sécurité qui est pas mal au cœur des discussions qu'on a, je trouve, au fur et à mesure des épisodes, que ce soit la sécurité, effectivement, au niveau du public, avec l'accident de Zhou la dernière fois, la sécurité des pilotes enfin, du fait de la fiabilité de certaines voitures, qui au final, quand même, met en danger un peu. Et bah, les pilotes, enfin bref, voilà. La sécurité, c'est vraiment. Et le halo, on l'a vu aussi encore la dernière fois. Voilà, on tourne souvent, on a souvent ces sujets-là de sécurité. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on en parle un petit peu plus d'autres aspects un peu plus sécuritaires. En tout cas, pour nous, c'est important. Parce que bah, c'est vrai qu'on l'a vu, ça fait partie aussi de certaines évolutions techniques de la Formule 1, comme le halo qui a modifié complètement le profil des voitures. Donc voilà, ça peut être des sujets assez intéressants. N'hésitez pas à nous le dire à nous faire parvenir vos idées. Très bien, merci messieurs pour ce récap du dernier Grand Prix. On va passer maintenant à un petit sujet focus comme d'habitude sur les futurs rookies. Alors, les rookies, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ce sont les pilotes qui sont pas encore en Formule 1, qui sont jeunes, prometteurs, et qui arrivent, alors ils sont rookies quand ils arrivent en Formule 1, mais
voilà, faut savoir qu'en Formule 1, il n'y a que 10 écuries pour le moment, donc ça fait 20 pilotes. C'est c'est infime. C'est vraiment, souvent on parle du foot et on dit que dans le foot, c'est très compliqué de devenir un joueur pro. Mais alors là, en Formule 1, je pense qu'on est encore sur un entonnoir encore plus serré. Il y a énormément de monde au portillon. Les places valent très cher. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes pilotes qui sont très talentueux et dont on va parler un petit peu aujourd'hui. Écoutez, messieurs, je vous laisse initier un petit peu ça. Les futurs rookies, voilà, qu'est-ce qu'on peut en attendre et quels sont, dites-nous un petit peu, voilà, ce qu'on peut en attendre de ces futurs peut-être futures nouvelles stars hein, de la Formule 1. Euh, Quels sont les enjeux pour les écuries? Voilà, qu'est-ce que ça peut changer pour un pilote de passer de la F2 à la F1? Dites-nous un petit peu tout ça. Qui veut commencer? Alors, si vous voulez, je peux commencer pour expliquer un peu Ouais. comment ça se passe. Hmm. Donc déjà, quand tu arrives en F2 ou F3, tu es déjà dans ce qu'on appelle une académie. Donc tu es déjà dans une écurie, par exemple, il y a l'académie Ferrari, dans lequel tu es déjà du côté de chez Ferrari, pareil pour Red Bull. Et il y a Williams, on a une avec Mercedes, non? Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et donc, en gros, tu es déjà un petit peu déjà dans une écurie préformatée. Tu sais que ta destinée, si tu es chez Ferrari, ce soit d'aller chez As, soit d'aller chez Ferrari, mais ça, c'est Total chez vraiment la Alpha? finalité, soit chez Alpha. Donc, pour l'instant, c'est ce qui arrive un petit peu pour Théo Pourchaire, on ne sait pas trop lequel est. Donc, pressant plutôt chez Alpha. Et donc, en Pour cher fonction pilote, hein, rappelons-le, français, hein, ouais. pilote français. Voilà, effectivement. Sponsorisé par Intermarché, je tiens à le dire. Franchement, c'est les seuls qui ont fait confiance. C'est les seuls qui lui ont fait confiance quand il a commencé et qu'il n'y avait pas de sponsor. Donc, merci Intermarché, qui est une marque française aussi, de mettre en avant nos sportifs. Mais c'est vrai que tu es déjà dans une certaine destinée et des fois, c'est bloqué. Par exemple, quand on voit chez Red Bull, tu as 2 places chez Toro Red Rosso, Bull, ouais. AlphaTauri. AlphaTauri. Et donc, en Et gros, du- c'est soit tu as ta place, tu passes et ça fonctionne, soit Red Bull t'envoie ailleurs faire du GT, faire de la Formule I ou même, comme Albon avait fait, du DTM. Exactement, ouais, tout à fait. Enfin, Aujourd'hui, pour mettre AlphaTauri, AlphaTauri, ouais, juste pour rappel, qui est un peu l'antichambre de Red Bull, qui tend à s'en détacher, mais voilà, c'est vraiment deux écuries assez ouais, liées sœur, quand même au ouais. niveau de plein de choses. Ouais, ouais, du coup, vas-y, dis-nous Yo-Yo hein, sur le reste pour les Euh, rookies. et donc pour les rookies, justement que les écuries mettent en avant, au minimum, dans une saison, tu as le droit de faire participer au minimum un rookie à 2 essais libres, hein, un ou deux. Donc là, c'est le cas. Donc vu qu'on est à la mi-saison, on est presque à mi-saison, les écuries vont commencer à mettre ça en place. Donc tu as De Vries qui sera sur la Mercedes à la place Hamilton. De Et Vries, De Vries, pilote hollandais, c'est ça? euh, il est Ouais. britannique, non? Attends. Hollandais. Non, il est Je sais- hollandais, je crois, Nick De Vries. Ouais, possible. Regardez. Bref, Néerlandais, ouais, peu c'est ça. importe ça. Ouais, il est hollandais, ouais. Donc pilote hollandais et Pourchaire qui est pressenti chez Alpha. Alpha. Tu as aussi le retour d'un ancien, donc Kubica. Encore? Il y avait Ouais. un retour. Éternel, éternel. Ah ouais. Toujours. On ne l'arrête jamais. Chez Et Williams donc, aussi? Et Alpha. C'est Alpha, ouais. Ah, Alpha. chez Alpha? D'accord, ok. Très bien. Et donc, t'as ça, et après, il y a la Formule 2, tu as les différentes catégories, Formule 2, Formule 3, les Formules de promotion, qui sont très intéressantes à voir. Bon, comme tu l'expliques en introduction, en fait, tu que 20 places en F1, alors que dans les formules de promotion, Formule 2, Formule 3, tu as des grilles qui sont plutôt à 30, voire 40 pilotes. Donc, Voilà, plus tu plus avances, de. plus t'as plus de concurrence. Et plus tu avances, plus ça se rétrécit et plus tu as moins de chance. C'est ça, il y a vraiment que la crème de la crème de la crème de la crème qui passe en F1. C'est ça. Bon, après, comme on en a déjà parlé en F1, il y a deux types de pilotes. Il y a vraiment les très talentueux et les pilotes un petit peu sponsorisés. Ils ramènent des sponsors avec eux. Ouais. Exemple, Nikita Mazepin, par exemple, où son père est un dirigeant d'entreprise, très grosse entreprise en Russie. Enfin, voilà, il y a des pilotes qu'on appelle
malheureusement payants, entre guillemets, où on sait que voilà, ils sont en F1 parce que ils ramènent l'argent, et d'autres qui sont là vraiment parce qu'ils sont talentueux. Parfois, il y en a qui ont les deux, ça peut arriver. D'ailleurs, est-ce que vous avez un exemple de un pilote qui a les deux, qui est payant mais qui est fort? Il y a Pérez. Pérez, Ouais, c'est ce que il a un j'allais bon dire. sponsor. C'est son oncle, je crois, qui est Ouais, troisième fortune du Mexique. ouais. Oui, c'est le géant des télécoms Ouais. en Amérique latine. Et puis sinon, les Exactement. autres, Stroll, on peut passer. Et Latifi. Latifi, on peut passer. Donc, Zhou, pareil, il arrive avec Zhou, c'est gros sponsor chinois, je crois aussi, non? ouais, pour le coup, moi, je le mets dans les bons. Ouais, Ouais, tu je le mets mets dans dans les les bons bons. aussi. Ouais, T'as ils ont. Albon quand il est arrivé, qui était pas Ouais. super, mais qui avait Des gros l'apport de la sponsors. Thaïlande, Ah oui, d'accord. l'ouverture sur un nouveau marché pour Red Bull, donc c'était top. Pour eux. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pour Voilà, ça. ok. Pour Cher qui arrive avec Intermarché, c'est bon, tout le monde tremble. Intermarché, ils vont fournir les pilotes en couches pommettes, qui sont d'ailleurs très appréciées dans les maternités. Johan et moi, je vous Je assure, confirme. on peut confirmer, on a des enfants, et dans tous les hôpitaux, dans toutes les maternités, C'est couche ils se, pommette. c'est exactement ça, ils se fournissent en marque distributeur Intermarché. Écoutez, voilà, c'était la petite Voilà. parenthèse parentalité. Ok, très bien. Bah écoute, merci Yo-Yo. Les rookies, pour vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique, Nico? Ça implique quoi pour toi, les rookies? Moi, déjà, j'adore la F2. Et plus Ok. la F1, je trouve, diminue en sens spectacle et en sens égalité de performance avec des pilotes qui prennent peut-être moins en moins de risques. Voilà, Mm, la F2, mais c'est un régal. Et c'est pour ça mm, que, malgré le fait que je sois allé en Belgique quand ils ont annulé le Grand Prix de F1, en gros, j'ai surkiffé voir de la F2. C'est trop, trop bien. Tout le monde, il se déchire sur la piste. Et ils n'hésitent pas à se mettre des coups de volant, à faire le show, quoi. Quand tu vois des pourchères, et puis la grille inversée, comme le disait Yu en préambule à la place de la course sprint, la grille inversée, ça a un sens du spectacle, mais de fou furieux. Parce que tu vois ceux qui sont devant, et d'un seul coup, ils commencent à flipper parce qu'il y a ceux qui sont derrière. Et en plus, il y a un truc qu'on n'explique pas trop sur la F2, mais qui est vraiment différent de la F1, c'est que l'arrêt au stand, c'est un délire. C'est-à-dire qu'il y a 4 personnes, donc il y en a une personne à chaque roue, et ils doivent gérer tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le mec qui est au pistolet, puis celui qui a la roue, puis celui qui doit maintenir la voiture. Non, non, t'as le mec qui dévisse, il met la roue aussi, et il revisse après. Et des fois, ils mm. sont même que deux, et ils sont obligés de sauter par-dessus la voiture pour aller changer le pneu de l'autre côté. Franchement, c'est. Est-ce que vous avez une vidéo d'un pit stop de F2 à nous mettre là pendant le stream à l'occasion? Faudrait que je retrouve celle qu'on avait envoyée dans le groupe WhatsApp, mais Ah oui. en vrai, c'est un délire. Moi, j'adore la F2. Et en plus, je trouve le roster de cette année est vraiment pas mal. Parce que par exemple, il y a des rivalités aussi internes. Et c'est ça qui est rigolo, Mm, c'est que par exemple, un Nissani qui n'arrive pas à performer, qui est un peu mis de côté, qu'on essaie de virer un peu de la F2, en gros, il essaie de faire des fois de la surperformance, donc du coup, il se crash. Il y a des pilotes un peu agressifs, comme je pense Auger, moi je le trouve un peu limite. Des fois Vips, alors lui c'est un délire. En plus, quand il parle avec son équipe dans la radio, c'est tout le temps des insultes. Enfin, en gros, c'est du trash talk complet. Pourchère qui conduit, je trouve, parfaitement bien, qui doit du coup lutter avec son partenaire chez Art Grand Prix qui est Vesti, parce que lui aussi veut un peu tirer la couverture vers lui. Enfin, en gros, tu sens que tout le monde veut une place en F1, que tout le monde veut avoir une part de mm. lumière, et pour ça, en fait, il faut monter les crocs. Et quand il montre les crocs, en gros, souvent, ça donne du spectacle assez fou. Et en F3, ce qui est un peu fou, je trouve, c'est que il y a beaucoup de monde. Genre là, tu vois un démarrage de Grand Prix de F3, c'est un délire. T'as l'impression d'être au karting où il y a tout le monde qui démarre en même temps. Et pour le coup, en vrai, en plus, c'est du vrai karting. C'est-à-dire que tu vois que les mecs ils se poussent, mais ça va à l'extrême limite. Non, je pense que nous, on a bonne chance en tant que Français d'avoir des futures pépites qui vont émerger de la F2 et de la F3. Je pense notamment à Pourchère, on en a parlé, mais en F3, il y a aussi Adjar, qui est un pilote là de la Red Bull Academy. Et en vrai, je pense il va percer un moment. Mais ce qu'on oublie, Martins aussi.
Ouais, Martins aussi. Et tu as aussi des pilotes qui ont un parent qui a fait de la F1. Par exemple, il y a je crois que c'est le fils de Jarno Trulli. Il y a la famille Ah, il y a le fils de Alesi aussi. Allez-y, il y a la famille de Fittipaldi, etc. Mais en gros, moi, j'adore la F2 et je pense que les rookies quand ils vont monter en F1, ça peut faire mal en vrai, hein. Je pense que Mhm. ils en veulent et c'est plus un peu comme avant où tu sais, t'arrivais, t'étais un peu mis de côté et tu faisais un peu ton taf et tu fermais un peu ta bouche. Bah là, ils vont montrer un peu les crocs et ça va être bien. Je pense à l'image aussi de Zou qui n'hésite pas à aller au contact, etc. T'as aussi Mick Schumacher là, qui commence à avoir une voiture un peu performante et qui le montre. Donc Mhm. ça c'est cool. Et qui assume un petit peu plus voilà, sa voiture et sa position voilà, clairement de bon midfielder et que voilà, il a des cartes pour se battre Ouais, dans le c'est ça. midfield et performer, quoi. Bah moi j'ai hâte d'un truc, c'est qu'une grande écurie, une top écurie, prenne le risque de prendre un rookie Mm. avec un expérimenté. Mm. Genre, tu vois, je vois, ça serait magique que. Je pense que c'est Red Bull qui va le faire un jour. Parce Ouais, qu'ils mais ont. Alpha l'a fait un petit peu là. Alpha l'a fait avec Bottas et Zhou. Mais je trouve que c'est pas une top équipe, tu vois. Midfield. Ouais. Ah oui, Là, oui. là, Ah, je verrais d'accord. Ouais. plus, tu vois, soit un Red Bull, soit un Ferrari, soit un Mercedes prend ce risque-là. Et je pense que soit Red Bull va prendre le risque dans 2 ans en remplaçant Perez, soit quand Hamilton va prendre sa retraite, ils vont Mm. prendre quelqu'un de la Driver Academy. Oui, Et ils vont pas faire comme Russell où ils ont attendu qu'il passe les échelons chez Williams. Ils vont prendre quelqu'un en rookie pour le faire Ouais, de toute monter. façon, je pense que de toute Et façon, ils préparent l'après Hamilton déjà avec ouais, Russell et après, effectivement, ils donneront la chance à un jeune avec Russell, effectivement. Ouais. ouais, c'est ça. Donc non, moi j'ai confiance au rookie et si je donne un conseil, c'est vraiment regarder la F2. En plus, c'est trop bien parce que si tu fais un peu de grasse mat jusqu'à 10-11 heures du mat, bah, en gros, c'est le démarrage de la F2. Donc tu peux regarder un petit Grand Prix de F2 avant d'aller manger, donc c'est très bien. Donc Mm. Ça, c'est pour ceux, j'adore. pour ceux qui n'ont pas pour ceux qui ont pas d'enfants. Bien évidemment. Exactement, le grass mat, Pour Yo-Yo et moi, il n'y a pas de grasse mat. Les grasses mat, c'est 8 heures, 8h15 peut-être. Bah, c'est pour ça. c'est ça. Nous, un gars Grand Prix d'Australie, oui, sans souci. C'est ça, exactement. Ouais. Et Japon futur. Ah ouais, Ça. c'est tranquille. Bah après, tu te lèves et puis après, tu peux le regarder. Ouais, ça marche. Ok, merci. Alex, toi, les rookies, pour toi, on connaît déjà ton rookie préféré, je pense. Il y a Moi, deux pour je suis personne. pro. Moi, je suis pro pour Cher, hein. Enfin, il revient de loin quand même. Le mec est assez bon. C'est dommage qu'il n'a pas le laisser passer, on va dire, d'un Stroll ou d'un Latifi. Mm. Parce qu'il a vraiment beaucoup de talent et en sachant que le gars, il vient d'avoir, je crois, 18 ans, donc il vient tout juste d'être majeur. C'est un mini Verstappen, on va dire. Et moi, je reviens un petit peu sur ce que tu disais, Nico, sur les futurs rookies, le niveau qu'ils vont avoir un petit peu. Moi, ça me fait penser à quand Leclerc, qui était un monstre en F2, est arrivé en F1. Et à son premier Grand Prix à Bahreïn, il a fait, je crois, un P6 ou un truc comme ça avec AlphaTauri. Et là, il a montré vraiment à tout le monde comme quoi, en fait, le gars, le step qu'il y avait entre la F2 et la F1, le mec a tout de suite bien compris comment ça fonctionnait. On sent quand même le sang de la F1 qui coulait dans ses veines depuis longtemps. Donc à voir avec son frère. Mais en fait, il y en a beaucoup qui sont hyper talentueux. Et il faut pas oublier quand même qu'il y a quand même un énorme gap qui se crée entre la F2 et la F1. On passe de quelque chose de assez... je vais vulgariser les choses, hein. Un volant assez simple, une façon de conduire assez simple en F2 à quelque chose de hyper complexe en F1 où là c'est de l'apprentissage de boutons, la gestion de l'ERS, les choses comme ça, etc. où c'est une conduite un petit peu différente. Et ça, je rejoins tout à fait Nico dans le sens où je pense que les rookies s'adapteront beaucoup mieux que tous les pilotes qu'on connaît. On voit aujourd'hui peut-être un Ricardo qui est en difficulté avec toute la Mm. compréhension de la voiture. Il n'y a pas de doute sur le fait que c'est un très bon pilote, mais aujourd'hui, avec la complexité des voitures, technologiquement parlant, bah en fait, on le sent, je pense, un peu dépassé comparé à un Norris qui est beaucoup plus jeune, qui est vraiment, qui a bercé là-dedans, qui joue à fond sur les simulateurs avec un volant aussi, la réplique complète et il sait exactement comment s'y prendre. Et quand on voit qu'aujourd'hui, bah maintenant,
sais plus, je crois que c'est Leclerc et Verstappen qui disaient ça, qui disaient que en fait les simulateurs à la maison, en dehors même du travail, ça aide énormément les pilotes. Et c'est pas pour rien aujourd'hui que tu as du Charles Leclerc, du Verstappen, du Norris, et même du Albon et du Russell qui font ça tous les week-ends, qui font des grands prix sur Twitch. Et en fait, c'est des vrais monstres après, parce qu'en fait, il y a aucune, enfin, je vais pas dire qu'il y a aucune différence, mais on retrouve un peu cette sensation quand tu les regardes piloter en live et quand tu les regardes piloter après en vrai. En fait, tu vois vraiment l'expérience qui parle d'eux-mêmes. Surtout en Verstappen qui lui fait des compètes de 24 heures, etc. où tu vois qu'en fait, c'est vraiment une maîtrise complète qu'il a. Il est hyper à l'aise avec tout type de véhicule. Et donc, je pense que là, tous nos rookies, du Pourchère, du Drogovic, parce qu'il est quand même assez bon, et pourquoi pas même un Vips, allez, on peut y croire, s'il y a moyen, s'il y a moyen, plus tard, de les voir arriver en F1, ce serait vraiment, je pense, du game changer pour les pilotes existants, quoi. Ok, ça marche. Voilà, donc petit focus sur les rookies, effectivement, beaucoup de promesses en tout cas, comme vous avez pu le sentir, avec des pilotes français, d'autres pilotes d'autres nationalités. Mais voilà, c'est toujours intéressant de savoir un petit peu ce qui attend la F1, parce que bah, parfois, effectivement, il y a des rookies qui changent effectivement la vision de la F1, enfin, qui changent la F1 tout simplement, comme tu l'as dit, Alex. Donc voilà, à voir dans les prochains mois, les prochaines années. Bon, il y a pas quasiment tous les ans, mais presque, il y a des rookies qui font leur entrée en F1, hein. Tout ce qui est Mick Schumacher, voilà, Yuki Tsunoda, etc. C'est des pilotes qui étaient en F2 avant et qui ont fait des très bonnes saisons avant. Leclerc aussi, effectivement, comme tu disais, qui était arrivé aussi. Voilà, il y a beaucoup de pilotes qui sont issus de ça. Et bah voilà, en tout cas, il y en a qui sont devenus très forts. Et je pense que dans les prochaines années, on a encore un peu de stock, un peu de profondeur de stock, euh, pour, euh, pour avoir encore du beau spectacle en Formule 1. Ça marche. Bah, écoutez, merci messieurs pour ce sujet focus. Allez, on va passer tout de suite à l'onglet un peu chauvinisme de cet épisode enfin, cet épisode 8, tout simplement. Comme vous le savez, ce week-end aura lieu le Grand Prix, pardon, du Grand Prix du Castellet au circuit Paul Ricard. Et donc, du coup, est-ce que c'est vraiment un avantage d'être à domicile pour un Grand Prix? Alors, un avantage pour qui? Pourquoi? Principalement pour Alpine, euh, écurie française du plateau, tout simplement. Mais avantage aussi peut-être pour des pilotes français comme Ocon, donc, qui fait partie de l'écurie Alpine, Gasly. Voilà, ça peut être pour eux une chance d'être devant leur public. Ils n'ont pas forcément tout le temps l'occasion de l'être. C'est intéressant. Est-ce que ça sera comme au foot? Est-ce qu'on parlera je sais pas, on parle du 12e homme au foot, je sais pas de quoi on peut parler en F1. Mais à votre avis, les amis, est-ce que c'est vraiment un avantage d'être à domicile? Nico, à ton avis, est-ce que c'est un avantage d'être à domicile? Ouais, enfin, je pense qu'il y a deux aspects, comme tu le précisais, comme tu précisais. Tu as l'aspect usine, pour moi, déjà, dans un premier temps. C'est que Ouais. on le voit sur le Grand Prix de Silverstone. Donc, il y a une particularité, c'est que, en gros, sur le circuit de Silverstone, bah, en gros, quelques kilomètres, il y a, je crois, 4 ou 5 écuries de F1. Donc, il y a Renault Sport, donc Alpine, il y a l'usine de Mercedes et l'usine d'Aston Martin et l'usine de McLaren qui est pas très loin. Et en fait, on se retrouve avec un délire où, bah, en quelques minutes, il peut y avoir des pièces qui arrivent. Je crois que c'était une image où il y avait, je crois que l'usine la plus proche, je crois que c'est celle de Williams, qui est vraiment collée, il me semble, ou peut-être celle de Mercedes, et où il y a quelqu'un qui a pris un chariot. Ils ont juste traversé toute une petite campagne, on va dire, avec les pièces, et ils sont arrivés avec les pièces toutes fraîches de l'usine, parce qu'ils avaient eu le temps de faire l'aller-retour et de commander les pièces. Donc franchement, c'est un avantage de fou furieux. Et on voit aussi ça avec quand ils vont en Italie, où il y a Maranello pour Ferrari. Donc, tu as ce côté avantage, mais je pense que tu as aussi l'engouement qu'on ressent. Quand tu es pilote Mm. Ferrari, que tu vas à Monza, bah, en Ouais. gros, tu as une ferveur qui est tellement forte.
Et je pense que tu le vis aussi quand tu es en tant que pilote, quand tu as des supporters qui vont faire quasiment le tour du monde. Je pense aux Hollandais pour Verstappen, mais les Hollandais, tu vois des oranges, mais dans tous les Grands Prix. Et Mm. du coup, je trouve que c'est un support de fou furieux parce que derrière, tu as envie de donner le meilleur de toi-même pour eux, quoi. Et, euh, et du coup, je- la question sous-jacente, c'est qu'est-ce qui va se passer le jour où si la F1 décide de supprimer petit à petit tous les circuits qui sont en Europe, sachant que les supporters des États-Unis, c'est pas des supporters européens de Formule 1. Donc du coup, on va se retrouver avec des pseudo-supporters qui vont arriver Mm. parce que c'est telle écurie qui performe, quoi. Je pense notamment où tu vois au Grand Prix de Miami. Au Grand Prix de Miami, je suis désolé, mais le merch que tu voyais sur les supporters, c'était du merch tout neuf, tu vois. Il n'avait pas Mm. d'histoire. Du coup, je trouve ça un peu dommage. Tu perds un peu ça. Mais sinon, oui, je pense que un circuit à domicile, c'est toujours un avantage. Et c'est un des sports où c'est un réel avantage pour beaucoup de paramètres. Soit l'usine, elle est proche, soit tu as beaucoup de supporters, ou soit tu as un engouement très fort autour d'une écurie ou d'un pilote. Ouais, ok, ça marche. Ça marche, très intéressant. Alex, pour toi, est-ce que c'est un avantage d'être à domicile pour un Grand Prix? Effectivement, côté usine ou côté pilote, ou un autre côté? Dis-nous tout. Bah, je pense que ça a quand même un avantage quand tu sais que tu as, comme tout sport, que ce soit même en dehors de sport auto, hein, la boxe ou ce genre de choses, quand tu as quand même un public qui est derrière toi, tu te sens vraiment poussé, Mm. vraiment pousser des ailes. Tu as l'impression d'avoir, à mon avis, pour un pilote, tu as l'impression d'avoir 4000 chevaux en plus, tu as tout le monde qui est là. Surtout à Monza, surtout que là, enfin, on dit Monza parce que c'est vraiment Ferrari, c'est tout ça, mais en fait, quand tu vois les tifosi, et c'était même Charles Leclerc qui l'avait dit, gagner à Monza, c'est gagner dans le plus beau circuit du monde où les supporters sont complètement mais timbrés dans leur tête. T'as encore une vidéo où c'est Schumacher qui venait de gagner à Monza et le mec qui passe avec sa F1, il doit esquiver les supporters et en même temps rentrer la voiture pour aller la mettre sur le podium. Et tu vois, il est en train de les pousser, et à tenir à une main et essayer d'avancer. Et en fait, tu as vraiment une sensation où tu te dis que effectivement, tu gagnes un Grand Prix, c'est quand même un privilège, quand même très peu de pilotes l'ont. Mais en plus, tu gagnes en fait devant un pays pour une Mm. marque automobile, enfin ça dépend, mais pour vraiment une écurie quoi. Et en fait, je pense la sensation au moment d'un départ, quand tu es à domicile, et on l'a vu à Silverstone, un Lewis Hamilton ou un Lando Norris ou un Russell, comment ils sont acclamés, et il y a même eu la controverse comme quoi quand Verstappen commençait à parler, il y avait beaucoup de personnes qui huaient à Verstappen. Bon, on connaît le personnage de Verstappen, il s'en fiche un petit peu, mais en fait, ça te met dans un mood où soit tu arrives vraiment à être dans ta bulle quand tu es un pilote qui n'est pas du tout dans le pays, où tu pas du tout apprécié dans le pays parce qu'ils ont leurs favoris. En fait, tu es dans un mood où tu as vraiment intérêt à rester dans ta bulle, te concentrer sur ta course, faire complètement abstraction aux 200 000 spectateurs et quelques, c'est quand même assez important. Et quand t'es vraiment national, bon, bah, tu as toute une fierté et qui est derrière toi. Tu te sens poussé, propulsé par un pays, tu pas envie de faire d'erreur. Donc peut-être que tu es un peu plus sécurisant, un peu plus safe pour faire une course beaucoup plus propre, histoire de au moins terminer. Du moins, sauf si ta voiture te lâche, ce qui arrive un petit peu en ce moment, beaucoup, Ouais, quoi. compliqué. Donc, c'est un peu complexe, mais je pense que tu as une aura qui se dégage quand tu es à domicile. Et même pour les constructeurs, enfin, c'est un avantage aussi, comme l'avait dit Nico, sur les pièces, sur même la rapidité pour se déployer sur le circuit quand tu as un changement d'un circuit à un autre. Donc voilà, tu as quand même de l'avantage qui n'est pas négligeable, que ce soit pour le pilote ou pour l'écurie à part entière. Ok, ça marche. Donc pour vous, c'est un réel avantage d'être à domicile. Donc, euh, P1 Ocon, P2 Gasly. On est d'accord. Et P3 Alonso, vu que c'est Alpine. Faut que tu aies la voiture qui suive quand même derrière. Voilà, Ouais, non mais, Il faut pas que tu aies les pneus qui lâchent et le moteur. non Et mais c'est clair. je pense Au que moins c'est clair. Je pense que les Français sont davantage derrière Alonso que les deux autres pilotes français. Ah bon, Je tu sais pas. penses? Je pense que pour les fans historiques de Renault, ouais. Ouais, c'est vrai. Mmh. C'est vrai, peut-être. C'est vrai. Après, tu as l'effet, Netflix qui fait que Gasly et Ocon, Oui, c'est pour vrai. la jeune Hmm. génération, est plus mis en avant. Donc je pense Hmm. que tu auras quand même une Mais fanbase, Gasly on, Ocon. on a déjà parlé effectivement de Pierre Gasly et on avait aussi un petit peu fait le parallèle avec Ocon et on trouvait effectivement que Gasly avait un peu plus
d'aura sympathique, on va dire, que Ocon. Je sais pas à quoi c'est dû. Peut-être parce que effectivement, on l'avait dit, Gasly a été le premier pilote français à regagner après plus de 20 ans de disette, je crois, d'un Français gagnant de Grand Prix. Et le dernier, c'était Olivier Panis. Donc effectivement, Gasly a eu un peu cette primeur tout simplement de regagner, voilà, de regagner quelque chose pour la France. Il faut dire aussi que l'année dernière, Gasly était un pilote extrêmement consistant. Il était très très souvent dans le top 5, en tout cas sur les qualifications. Il n'avait pas la voiture pour se battre au niveau des Grands Prix. Mais voilà, sur les qualifs, il était extrêmement consistant. Il arrivait très souvent à se positionner. Il était quasiment tout le temps en Q3 avec sa AlphaTauri. Donc voilà, je pense alors que Ocon avait beaucoup plus de mal quand même qualifié et à performer. Donc je pense qu'aussi effectivement Gasly a profité de ça et a capitalisé. Aujourd'hui, Ocon, je pense qu'il est mieux placé. Enfin, vous me dites si je me trompe, messieurs, mais je pense qu'Ocon est mieux placé avec sa Alpine pour performer véritablement pour les courses que la AlphaTauri de Pierre Gasly qui est encore un peu en souffrance cette année. Mais voilà, effectivement, les pilotes français qui ont une aura, effectivement, c'est sûrement dû à, à Netflix qui, effectivement, pour avoir vu la dernière saison là, assez récemment, c'est vrai que Ocon est pas mal mis en avant, Gasly aussi au final. Non, Voilà, mais c'est des personnages qui sont assez bankable. Oui, dis-nous tout, Nico. après, je trouve que Ocon, en ce moment, il a une très bonne communication. Mm. Et du coup, je trouve qu'il est plus serein dans sa tête et Oui. et qu'il renvoie une meilleure image. Mm. Donc, et puis les deux ont l'air très sympas et en vrai, c'est bien d'avoir des pilotes comme ça en F1. Je plains nos amis Mm. canadiens qui doivent avoir Latifi d'un côté et Oh, Stroll. les Latifi. Comment choisir? Bon, bah voilà, hein, t'es content, t'es pas Mm. content, c'est la même chose. Alors que les C'est Anglais, eux, ça. ils ont l'embarras du choix. Bon, Ils les ont Norris, Australiens, ils ont pas le Hamilton, choix. Russell, Les, Ricardo, Ho- ouais. les Hollandais, on se demande même pas, hein. Bon, voilà, Mm. si t'as un deuxième pilote hollandais, je pense qu'il il fera pas le Une poids. chance. C'est Et puis ça. bon, bah, les Finlandais, eux, ils ont eu les deux meilleurs pendant des années, quoi. Genre supporter Ouais, c'est Bottas ou ça. Raikkonen, c'est légendaire. C'est trop bien. C'est ça. Effectivement, les Finlandais qui ont souvent eu des très bons pilotes. Hein. Finlande qui est vraiment un pays. En tout cas, enfin, moi je me rappelle quand quand j'étais beaucoup plus jeune, tous les Mika Hakkinen, etc. Machin. Enfin, c'est toujours été des grands noms, il y a toujours eu des bons pilotes finlandais, que ce soit en Formule 1, en rallye aussi. Je crois qu'ils sont plutôt bons. Mais voilà, Ouais. Ouais, ils effectivement, sont chauds. effectivement, des Il nations y a les qui. Français et il reste derrière, quoi, en rallye. Ouais, c'est vrai que les Français, enfin surtout Sébastien Loeb, et après il y a eu, comment il s'appelait le Sébastien deuxième? Ogier. Sébastien Ogier. En fait, Sébastien Ogier, exactement. Qui ont c'est totalement écrasé le championnat du monde des ça. rallyes pendant, je sais pas, ça a duré combien de temps? 15 ans? Parce qu'ils ont eu 8 et 8 ou 7 et 8, un truc comme ça, je crois. Enfin, 7 Ouais, c'est titres ou c'est même. 8 titres pour Loeb, même plus peut-être. Enfin bref, on parle de plus de 10 ans où en gros les Français ils gagnaient tous les ans quoi, en rallye. Donc c'est énorme. Ok, bah écoutez, merci messieurs pour ce sujet-là. Sujet un petit peu d'anticipation. Comme on l'a dit au tout début, effectivement, la F1 ambitionne d'être totalement neutre en carbone d'ici à 2025. 2025, c'est dans 2 ans. Hein. On va dire qu'on est à la fin de 2022. Hein. On est au milieu de 2022. Il en reste 2 ans et demi. Euh, donc clairement, enfin non, il en reste. Ouais, non, c'est ça, il en reste 2 ans et demi. Ouais, c'est ça. C'est ça, 2 ans et demi. Ouais. D'accord. Oui, Ouais. 2 ans et demi. Il en reste 2 ans et demi pour être totalement neutre en carbone. Alors, neutre en carbone, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, en gros, je pense que, je sais pas, dites-moi, mais en gros, c'est quoi? Ça veut dire que tous les déplacements devront être compensés aussi. Il y a les déplacements des écuries plus la course, plus tout le développement des voitures. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que vous pouvez, on va en parler. Donc, effectivement, il y a les sujets de carburant synthétique qui est évoqué. On sait qu'il y a la Formule I aussi, mais bon, les Formule 1 ne deviendront jamais électriques, je pense. Elles resteront des moteurs thermiques. Euh, on va parler aussi peut-être, il y en avait un, je ne sais plus lequel d'entre vous voulez parler des investissements de Sébastien Vettel dans des startups,
écologique, énergétique. Et voilà, donc dites-nous tout sur le futur, enfin, quel est le futur du carburant et en fait de la philosophie de la Formule 1 dans les années à venir, d'ici à 2025, qui est a priori la première échéance. Je pense que s'ils l'annoncent, c'est qu'ils sont ambitieux et donc je pense qu'ils vont se donner les moyens de leurs ambitions. Donc c'est-à-dire que d'ici à 2025, je pense qu'il y aura des changements à ce niveau-là. Mais voilà, dites-nous tout. Yo-Yo, qu'est-ce que t'en penses toi de cette neutralité? Moi, j'aimerais qu'on nous remette nos vieux V8 à l'ancienne. Attends, mais Johan, tu nous as dit un peu pour toi, tout le monde est passé sur les avantages d'être à domicile pour un Grand Prix ou pas? J'ai oublié quelqu'un. Moi, je crois qu'il y a eu J'ai intervenu juste un peu après, mais de toute façon, Yo-Yo, j'ai vas-y, répété. dis-nous tout. Dis-nous tout sur les avantages d'être à domicile. Je pense que je répétais un petit peu ce qu'ils ont dit, mais pour moi, les avantages d'être à domicile, déjà, c'est que quand tu arrives avant la course, t'es à la course et après-course, mais tu as aussi l'avant-course où déjà, tu as tout le Ouais, public qui est à côté de toi. Quand t'es ouais, pas c'est vrai. un pilote qui est aimé, un top pilote, un Verstappen ou un Hamilton, quand tu es dans ton pays, forcément t'aimes. Quand tu vois Pérez qui se salue au Mexique comme si c'était un dieu. Ouais, c'est vrai. Euh, Tu as aussi, je pense, tu penses à Albon, tout à l'heure j'en parlais, mais Albon, tu vois, en Thaïlande, je pense que c'est une petite référence pour eux là-bas. C'est ce que les jeunes veulent devenir. Oui, c'est Et en ça, c'est France, vrai. là, c'est en France, et puis quand tu as l'hymne, je pense que rien que l'hymne, tu entends tout le circuit chanter, c'est un truc Mm, incroyable quand tu arrives, tu dois avoir des frissons. Et moi, pour avoir été au Grand Prix de MotoGP, mm. quand tu as les Français qui passent devant toi, tu as tout le monde qui se lève. Donc c'est une ferveur incroyable aussi quand tu es en F1. Donc avantage 100% pour les pilotes. Pour l'écurie, je pense qu'il y a aussi des avantages. Je pense qu'Alpine, habituellement, ils ont à Viry-Châtillon une partie de leur équipe technique Mm. et qui ne font pas déplacer pour les Grands Prix à l'étranger. Mais je pense que là, ils pourront justement se déplacer et avoir plus d'analyses et de pièces en direct sur le circuit. Ok, donc vraiment un avantage. Et par exemple, toi qui as été aux 24 heures du Mans cette année, il y a des écuries françaises ou des pilotes français qui ont participé? Je pense que oui. Est-ce que eux ont ressenti, est-ce que tu as pu peut-être, pas forcément échanger avec les pilotes, mais peut-être est-ce que tu as eu des retours sur certains pilotes ou certaines écuries qui, voilà, qui quand même, bon, même si les 24 heures du Mans c'est un circuit historique, mais voilà, est-ce que les pilotes français ou les écuries françaises ont toujours quelque chose là-bas de particulier bah, tout simplement quand ils courent là-bas. Ouais, tu Alpine qui a été Mm. malchanceux durant cette édition. Mais tu sens qu'il y a quand même un engouement autour d'Alpine, qui était la seule écurie française, alors qu'avant, tu avais Peugeot qui dominait. Tu sens qu'il y a quand Mhm. même une transition qui s'est passée pour se mettre derrière une écurie française, pour dire on est chez nous, on souhaite qu'une Ouais, écurie française gagne. ok, ça Après, marche. après forcément, tu as des pilotes comme Bourdet qui participent, qui veulent gagner parce que c'est chez eux. Mais Mhm. tu vois des maillots Alpine que tu n'aurais pas vu il y a un temps Mm. pour soutenir l'équipe. Ok, ça marche. Donc, unanime sur ce sujet-là, pour Ouais. le coup, tout le monde pense que c'est vraiment un avantage et pour les pilotes et pour les écuries. Donc, on revient à notre sujet. Du coup, avant-dernier sujet, du coup, sur le carburant. Quel futur pour la Formule 1? Alex, dis-nous tout sur le carburant, à son avis, toi, le carburant synthétique, de quoi tu veux nous parler là-dessus? Bah, Yo-Yo pourra aborder le truc un peu plus en détail après, mais le carburant synthétique, là, on a déjà commencé à le voir au Mans, d'ailleurs, 24 Ok. heures du Mans. Johan, tu me dis si je me trompe. Mais il y avait une écurie, d'ailleurs, qui testait tout ça. Et d'ailleurs, ça avait déjà été annoncé il y a quelques années par comité Porsche, Audi et je crois Mercedes si je me trompe pas, où en fait, quand il y avait eu la réglementation en France, qui te disait que, bah, le diesel ça allait être mort et il faut trouver autre chose. Mm. En fait, comme Mercedes, Audi et même Porsche maintenant vendent beaucoup de véhicules diesel pour les taxis et cetera, ils ont commencé à se pencher un peu sur, le carburant du futur. Ils avaient commencé à trouver des pistes, et donc là, en fait, bah, on va rentrer dans une ère, on est déjà même dans une ère où en fait, bah, on a des véhicules électriques, on a des véhicules hybrides, on a des véhicules à l'éthanol, on a des véhicules maintenant à l'hydrogène. L'hydrogène qui est quand même, je pense, un super carburant qui existe depuis très longtemps. On en parle énormément depuis très longtemps, sauf que c'est tellement cher que personne ne veut se mettre dessus. Et là, on Très commence à dangereux avoir un aussi. petit peu un... Comment? C'est très dangereux aussi au niveau Ouais, de bah, c'est très l'esthétique. dangereux. Ouais. À caler là-dedans, ça va être un peu complexe. Et donc là, faire un carburant 100% renouvelable, bah en fait, moi j'ai
hâte d'avoir ça parce que déjà, le carburant, à comprendre comment ça fonctionne aussi dans un moteur, la puissance que tu en ressors, etc., ça va être hyper impressionnant parce que déjà, quand tu sais que quand tu mets de l'éthanol ta voiture moderne, qui a un turbo, etc., tu gagnes globalement entre 40 ou 50 chevaux et un maximum de couple. Alors là, quand tu mets dans une voiture qui déjà a un petit V6, allez, si on garde le V6, avec un petit turbo, qu'est-ce que ça va donner quand déjà là, les monoplaces sont hyper rapides? Je serais assez étonné de voir un petit peu ce que ça va donner pour plus tard les monoplaces. Et si du coup on aura des roues énormes à l'arrière, du coup comme des dragsters, pour pouvoir un petit peu maintenir tout ça. Et donc du coup, bah, supprimer Monaco du calendrier parce que ce ne sera plus Ah bah possible oui, de là, tourner dans le virage. Euh, donc, ce euh, sera donc fini, voilà. là. Ce sera la fin de Monaco. D'ailleurs, j'en avais parlé avec un pote qui avait fait la même remarque que nous. C'était assez aberrant. Donc je pense que le carburant synthétique, bah, ça nécessite de s'informer aussi là-dessus. Vettel fait le pari de ce carburant. Il a quand même investi dedans, donc il aura quand même pas mal de retours. Et même si je ne sais pas s'il sera encore là dans 2 ans, je pense pas. Bah, en fait, il chapeautera un petit peu tout ça et il aura vraiment un bon insight bah, du futur de la F1, quoi, et même d'autres sports, pourquoi pas. Mais comme yo-yo, un petit retour au V8, ça ferait vraiment du bien pour nos oreilles déjà et pour les pilotes aussi, quoi. Ouais. Ok, Yo-Yo, ouais, dis-nous tout sur le carburant de l'avenir en Formule 1. Et alors, ben, je pense que comme l'a dit Alexandre, cette année, pour toutes les écuries, ce qui était aux 24 heures du Mans, et c'était le carburant renouvelable, donc c'était Total qui le fournissait, donc un seul Alors, qu'est-ce fournisseur. qu'est-ce que ça veut dire exactement carburant renouvelable? Dis-nous tout. Est-ce que tu sais ou pas? Ou, enfin, voilà, est-ce Alors que des vaguement, infos? Ouais, je pourrais te ouais, bien l'expliquer sûr. vaguement. En gros, c'est un carburant sur lequel ben, tu peux, ben, déjà que les particules qui en ressortent, eux, de ce côté-là, sont pas des particules qui sont très polluantes. Et D'accord, ensuite, ok. C'est le plus c'est que important. ouais, exactement, c'est ça. Et après, tout ce qui est renouvelable, c'est que tu pourrais réutiliser comme de l'huile, quoi. D'accord, ok. Très bien, ça marche. Après, il faut savoir que à l'heure actuelle, en F1, le carburant qui est utilisé, c'est un peu comme le nôtre. Donc, tu as 90% d'essence et 10% de bioéthanol. Ok, d'accord. Donc, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, ben, tu as une grande différence entre l'endurance, pourtant on voit que ça tient pour l'endurance. Ben, 24 heures, ben, ça fait ses preuves, quoi. Pas de problème. Après, il faut voir en conditions réelles ce que ça rend. L'usure des moteurs aussi, parce qu'on pense certes à tout ce qui est carburant, Performance. mais derrière le moteur, il Mm. faut changer les pièces, voir si à l'intérieur les pistons acceptent cela, s'il n'y a pas une évolution de l'injection, etc., d'explosion, etc. C'est incroyable. Tu as aussi tout ce qui est moteur électrique. Forcément, tu auras peut-être moins de puissance directement qui sera projetée. Donc, les moteurs électriques vont peut-être devoir compenser ces charges-là. Mm. Donc, c'est vrai que tu auras une usure prématurée de tes moteurs électriques aussi. La gestion, comment tu vas le renouveler. Alexandre a parlé tout à l'heure des pneus, ben, plus de gomme, donc plus de déchets au sol. Donc, pour moi, on parle certes d'un élément de carburant, mais une voiture, il y a tout un écosystème derrière Exactement, ouais. C'est hyper voilà. important de le rappeler effectivement que bah, un petit changement, entre guillemets, un changement peut effectivement entraîner, c'est un peu l'effet papillon, ça peut entraîner énormément, énormément, énormément d'effets secondaires que nous, enfin, nous, on arrive à les percevoir à une façon infime, mais que, à mon avis, les écuries comprennent assez bien et effectivement savent tout ce que ça va impliquer comme modification. Effectivement, des voitures qui vont plus vite, c'est des pièces qui s'usent plus vite. Pas terrible non plus pour voilà, le renouvellement des matériaux, etc. C'est pas terrible, terrible. Donc voilà, effectivement, c'est hyper intéressant. Euh, est-ce que c'est vraiment souhaitable au final? Est-ce que on aura plus d'avantages que d'inconvénients? Est-ce que in fine on y gagnera? Mais ok, très bien, c'est hyper intéressant ce débat. C'est bon pour toi, Yo-Yo, sur ça, les investissements de Sébastien Vettel? Tu as Moi, quelques. Vettel, ça fait plaisir de voir que quelqu'un s'investit. Alors certes, certains en diront, t'es pilote de Formule 1, t'as passé toute ta carrière à tourner sur un circuit, ben, pourquoi tu viens parler d'écologie? Alors que ben, quand on voit ce qui se passe actuellement et ce qui risque de se passer, on va toujours plus loin. Avant, on allait qu'en Europe, comme disait Nico.
aujourd'hui, tu vois, au Qatar, tu vois, dans les pays où, Mmh. tu vas construire des circuits de A à Z, transporter prendre l'avion, avoir des camions et cetera, donc je pense que c'est quelque chose de plus important, qui est important, qu'on doit se concentrer dessus si on veut développer la F1 dans le monde entier. Mmh. OK. Nico, pour finir sur le carburant du coup, quel futur Ben, tu lui donnes toi en Formule 1? moi, je suis sûr qu'ils vont prendre le pari et qu'ils vont le réussir, Mmh. et que ça va changer tout un écosystème aussi, dans le sport automobile, mais aussi dans l'automobile en général. À chaque fois qu'il y a eu Mmh. des innovations en sport auto, ça s'est répercuté dans l'ensemble de l'écosystème automobile. Donc, je pense que c'est un pari qu'ils vont prendre sur aussi l'innovation au global. Et là où tout le monde propose des alternatives sur l'électrique ou sur l'hybride, bah, du coup, eux, ils prennent le pari de dire bah, nous, on va innover sur le carburant et si on arrive à faire qui peut le plus, peut le moins. Donc, du coup, si on arrive à faire pour des F1, on peut arriver à faire ça pour des voitures de série. Bah, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, je pense qu'ils vont y arriver. L'ambition, elle est extrême. Mais comme le disait très bien Yo-Yo, c'est tout l'écosystème qui va aussi à côté. Quand on se déplace, par exemple, à Jeddah, en Arabie Saoudite, où à 10 km, tu as un pipeline de Aramco, qui est du coup la société sponsor de Aston Martin. Bah, en gros, c'est le plus gros producteur de pétrole de la région. Donc, bon, à partir d'un moment, Mmh. on se demande. Mais en fait, pour moi, il va y avoir un choix stratégique qui va se faire à un moment où les têtes un peu dirigeantes de la FIA vont devoir se dire bah qu'est-ce qu'on fait quoi. Mmh. Est-ce qu'on prend Quelle les direction on sous? donne? Ouais. Ouais, est-ce qu'on prend les sous? Ou est-ce qu'on Mmh. dit bon bah nous on a envie de s'engager dans ça, donc vous nous suivez ou nous suivez pas, mais nous on s'engage dans ça. Mmh. Et Donc engager le rapport de force, pour, initier un changement, ouais, tout à fait. ouais, c'est ça. Mais déjà il y a un truc, il y a eu des avancées énormes hein, en l'espace de même 20 ans. Il y a une époque où bah, le plein, tu le faisais pendant ton arrêt au stand. Et tu voyais genre des litres déversés dans les bagnoles, des fois à côté des bagnoles. Enfin, en gros, c'est... Là, on était dans le sombre écologie hein, avant. Mais je pense que c'est deux poids deux mesures. Ils vont devoir faire un choix. Il va pas être facile. Mais Mmh. l'investissement déjà de certains pilotes dedans, le fait que bah, ils ont une carte à jouer sur l'innovation et que ça se trouve, ça peut être aussi le truc qui tue la Formula I par rapport à ça. C'est-à-dire que si la Formule 1 arrive à craquer le game de l'écologie comparé à de l'électrique qui aujourd'hui prend une place majeure, bah, du coup, on aura la F1 et l'avant-gardiste surtout. Et Mmh. donc, du coup, on aura quelque chose de clean, quoi. Mais Mmh. moi, j'y crois, hein. Après, le seul truc, c'est que du coup, dans les articles qu'on peut voir, notamment, là, j'en mettais un sur le stream, on voit que ça peut réduire les performances de 20 à 30%. Mmh. Donc, il y a aussi ça, peut-être, qui va devoir être géré par les équipes. Ouais. Donc, à voir. Mais en fait, ça demande qu'à être testé. Moi, je suis un fervent défenseur qu'il faut tester. Et si ça marche pas, bah, c'est pas grave, on aura appris. Mmh. C'est ça, effectivement, ouais. Effectivement, là, il y a eu souvent des changements, comme l'électrique, hein, qui est un peu arrivé, qui s'est un peu imposé, depuis quelques années dans le parc auto, de tout le monde. Mais je sais pas pour vous, moi j'ai l'impression que limite presque les vélos électriques ont été beaucoup mieux acceptés, beaucoup plus démocratisés avant les voitures électriques, pour montrer que c'était possible presque. Enfin, j'ai l'impression que ça fait plus longtemps que je vois des vélos électriques que des voitures électriques. Je sais pas si ça vous donne cette impression-là, mais en tout cas, effectivement, il y a des changements comme ça qui vont devoir être opérés. Et effectivement, comme tu le dis bien, Nico, est-ce qu'ils vont choisir l'argent ou est-ce qu'ils vont vraiment essayer de casser un peu tout ça et de redonner un nouvel élan un peu plus écologique et durable à la Formule 1 pour, effectivement, comme tu le dis, après, ils vont truster tout le reste du marché, tout le reste d'un écosystème et d'une économie, l'économie automobile mondiale. Il faut savoir que voilà, la F1, c'est aujourd'hui c'est ce qui se fait de mieux en termes de voiture. Dès que tu mets 4 roues et un moteur, la F1, c'est ce qui se fait de mieux en termes de performance, en termes de tout, en fait. Donc, effectivement, voilà, c'est le fleuron. Et donc, bah, forcément, on sait que dans une industrie, quand un fleuron change un paramètre ou prend une direction, on sait très bien que le reste prendra le virage à un moment ou à un autre.
d'une façon plus importante qu'une autre, mais quoi qu'il arrive, ce virage-là, il sera pris par tout le monde. Ok, c'est bon, messieurs, du coup, pour vous, pour ce sujet d'anticipation. Sur le carburant, voilà, comme on l'a dit, effectivement, on l'a tous dit, nous l'a rappelé. Effectivement, c'est un élément très important dans une voiture, mais qui va avoir aussi beaucoup d'incidence sur beaucoup d'autres choses. Et donc, on est assez pressé, mine de rien. Bon, en tout cas, je suis assez pressé de savoir un petit peu comment ça va évoluer. Comme je l'ai dit, je pense que la Formule 1 ne deviendra jamais électrique parce que il y aura toujours la Formule 1, il y aura toujours les Formula I. Mais voilà, à voir ce que ça deviendra. Et enfin, le dernier sujet que nous allons aborder, à savoir direction le circuit Paul Ricard, du coup, pour le Grand Prix du Castellet. Qu'est-ce que vous en attendez, messieurs, de ce week-end? Pas de course sprint pour ce Castellet. Au grand regret de tout le monde, j'ai l'impression. Je pense que vous êtes tous déçus de ne pas avoir une course de sprint ce week-end. Dites-nous tout, qu'est-ce que vous en attendez de ce Grand Prix? Je vous laisse commencer, dites-moi qui veut commencer. Allez-y, prenez la parole. Bah, faut que ça soit Non? Yo-Yo, hein. C'est Yo-Yo qui a les meilleurs pronos, donc Alors on Yo-Yo, la laisse. Dis-nous ce que tu attends, toi, de ce Grand Prix du Castellet. Alors moi, j'en attends déjà, Donc, je c'est pense ça. que une petite casse moteur Ferrari, ça, on va pas y échapper. On va pas y échapper. Bon, ça, c'est un Tu marronnier. casses le Oula. cœur de Ah ouais, Alex là, direct, quoi. Alexandre, là, Exactement. il est pas bien. Il fait la tête, là, ça y est. Je vois bien un petit doublé, un vrai Red Bull, Un un petit petit double. Hamilton encore 3e. Et après, ouais, en tout cas, pour le podium, ce sera ça. Et après, je vois bien aussi un petit Gasly revenir, donc la France qui transporte, et puis nous faire un petit top 10 qui sort du chapeau, un petit peu nulle part, mais qui sera mérité. Donc tu Est-ce que, mettrais est-ce que tu... Verstappen. Verstappen, Perez et Verstappen, Hamilton. Perez, Hamilton, ouais. Est-ce que tu vois Sainz embarquer une petite cale pour caler sa voiture en cas d'incendie et pour mettre une petite cale derrière la roue, là, hop, histoire que la voiture ne bouge pas pendant qu'il s'en extirpe? Alors, On rigole, on rigole. je vois même un petit problème dans les stands, tu vois, je sais pas, chez Ferrari, je sais que la voiture qui prend le feu ou les freins qui prennent le feu dans les stands, tu vois, c'est Un petit écrou bloqué là. ça. Ah ouais, ça marche, ok. Et sinon, tu penses que ça va être un Grand Prix intéressant ou Non, sans... vous connaissez un Castellet en vrai, la ligne droite, beaucoup de lignes droites, ça se joue des restes, mais sans plus quoi. Peut-être une safety car qui va me donner un petit peu de champagne comme Un petit peu d'habitude. de... Ouais, mais Ok, sinon que la ligne droite, des courbes assez rapides. Rien d'intéressant à en sortir. ok, ça marche. Très bien. Nico, à ton avis, ce Grand Prix du Castellet, qu'est-ce qu'il va nous réserver de beau? Pouah, ça c'est une bonne question. Moi, je sais que je suis désolé, mais le Grand Prix du Castellet, à chaque fois, c'est un peu ma sieste sur certains trucs. Ah ouais, Genre, entre du 1 au 10 premiers tours, là, ça va. Mais après, jusqu'à la fin, jusqu'aux 5 derniers tours, compliqué, ouais. siestas. C'est Ouais, l'arrivée du gros Tour de ventre France mou, en quoi. plus. Donc, du coup, Ah oui. il va falloir faire le pour et le contre. Mais non, en vrai, je sais pas trop quoi en attendre en fait de ce Grand Prix-là. Je pense que c'est un peu une phase de test. En plus, en fait, il y a un paramètre qui me fait peur, c'est les hautes températures qu'on a en ce moment en La France. chaleur, ouais, effectivement. Ouais. Et je crois qu'il est annoncé 38 degrés. 38 Ça va degrés être au dur Castellet, pour les moteurs, hein. moteur 32 là, je viens de voir là. 32. Oh, si on gagne des degrés, Ouais, c'est tant mieux, mais mais 50 sur la piste à tout péter, hein. ouais, voilà. Oh, Ouais, c'est ça. putain, ça va être énorme. Énorme. 50 Ah, degrés, en c'est vrai, énorme. là, je pense que vraiment, on va voir aussi sur un circuit avec des grosses lignes droites comment ça se passe avec de la vraie chaleur à fond les ballons. Mm. Et potentiellement, pourquoi pas des remontadas sur des accidents ou des choses qui se passent mal ou de la gestion, l'écho des pneus. Pour moi, ce qui va faire la différence, c'est l'écho des pneus. Donc, je vois bien des économes gagner. J'espère que Red Bull a trouvé la solution pour les pneus de Verstappen, parce que sinon il va finir dernier. Mais ouais, alors en prono, putain, là, je sais pas quoi vous dire. Question qui tue. Euh,
On va faire un truc du chapeau là. C'est Ouais, le picking. ça va bien passer un jour. Latifi, Ah non. Latifi, Verstappen et Alors, Albon. alors attends, parce que juste avant le stream, on s'est dit avec Alex que le Grand Prix de Hongrie, c'est la loterie. Le Grand Prix de Hongrie, tu prends tout ce que tu avais prévu et tu le jettes. Ouais. C'est la théorie de l'escalier où le premier qui tombe en bas, c'est celui qui gagne. Non, en vrai, là, je vais remettre mon Alonso 3ème. Parce que Ok. ça va bien passer à un moment. Enfin, je pense. Alonso 3ème, 2ème. Je vois bien 2ème Verstappen et premier Leclerc. Ah ouais. Ok. Ouais. Je vois bien lutter. Alonso, Verstappen, Leclerc. Ok. Alonso, Verstappen, Leclerc. Il y a Hamilton 4, Russell 5 parce qu'il a des stats à tenir apparemment. Donc le mec est on Tu fire. dépasses pas la mais- 5e place. Voilà, c'est ça. Russell, pas au-delà de la 5e place, s'il te plaît. Pas au-delà. Ah ouais, Pas non, au-delà. mais il est chaud le type. Hein. Mais Il est consistant. non, mais je vois bien Leclerc. Leclerc, il tient, il va tenir, je pense. Après, Verstappen, en fait, moi j'ai envie de voir les essais, les premiers essais, pour voir comment ils vont gérer. Les premiers tours, bah, pas forcément les vitesses. Donc aux essais, je recommande plutôt aux gens de regarder le nombre de tours qui est effectué et la moyenne des temps par tour. Et du coup, ça donne une indication aux ingés de savoir quel pneu mettre, si on fait un rythme de course, etc. Et après, d'attendre le dimanche pour savoir le fameux truc qui est en bas, qui apparaît en bas de votre écran, qui est la stratégie pensée par Pirelli. Et là, Ah ouais. là, vous pouvez prendre la stratégie, rajouter 10 tours et rechanger de pneus. Enfin, Ouais, c'est ça. ça va être trop drôle. Non, mais en vrai, ça va être marrant de voir les essais plus la qualif. Donc voilà. Leclerc, Verstappen, Alonso. Alonso. Ouais, c'est ça. Leclerc, Verstappen, Alonso. Ok. Et mais si on reparlera juste après du Castellet, qui n'est pas certain d'être reconduit à partir de l'année prochaine, il me semble. Ou l'année d'après, Ouais. je ne sais plus. Non, C'est peut-être le dernier Grand Prix du Castellet. On est d'accord? Ouais, c'est ça. Peut-être. S'il trouve pas une combinaison avec Ouais. le Grand Prix de Spa aussi, qui est la légende des Grands Prix et qui risque de partir. Ouais. On en reparlera juste après. Alex, ton avis sur le Grand Prix du Castellet pour ce week-end? Alors, il va faire chaud. J'aimais le alors. Les moteurs vont chauffer, surtout que j'ai envoyé dans le groupe comme quoi le camion de Ferrari avait Ah oui, été tombé en exact. panne. Donc c'est d'ailleurs un premier chat noir cette semaine. Moi, je vais dire Leclerc en premier. Je le vois bien tenir. J'espère que la voiture va tenir. J'espère que la stratégie Ferrari va tenir. Et un Verstappen en deuxième. Et je verrai bien quand même un petit Sainz. Ah, merci. Le petit camion qui est tombé en panne, c'est trop triste. Ouais, le À petit ce près, camion. ils ont échangé le moteur entre le camion Ferrari et la voiture de Sainz la dernière fois. Ouais, bah oui, Et, bah oui. et on parlait des Et rookies tout Sainz. à l'heure. On Ah, parlait le des De Vries, rookies. Voilà, on parlait des rookies tout à l'heure, le boss. effectivement. Et Nick De Vries, du coup, devrait faire les FP1 pour Mercedes. Ça va être Du trop coup. bien. Donc un petit Leclerc, Verstappen, Sainz. Je vois bien quand même Ferrari si ça ne crame pas. Même si on a là actuellement des petits feux en France qui nous laissent passer un mauvais présage pour la Formule 1. Moi, j'ai juste peur, vraiment. C'est pour ça que j'ai quand même mis Leclerc, parce que j'y crois, que en fait Verstappen il nous sorte la stratégie de l'année dernière où en fait Pirelli nous annonce 2 arrêts au stand et finalement c'est celui qui fait un 3e arrêt au stand parce que les pneus se Il gagne. dégradent tellement qu'il gagne sur les 3 derniers tours. Hmm. Donc et comme la stratégie Ferrari depuis le début avec Leclerc elle est catastrophique, ça va être ma plus grosse crainte du week-end, donc je vais être en stress pendant tout le long. Mais Leclerc, Ferrari, je crois en vous, soyez forts et puis voilà. Du coup, tu Et mets toi qui en 1? Jonas? Attends, tu mets qui en 1? Leclerc, Verstappen et Sainz. Ok, ça marche. Voilà. Moi aussi, le Castellet, c'est pas mon circuit préféré, mais il est sympa à regarder quand même. Moi, comme d'hab, je vais piffer bon. Je sens que je vais avoir le podium cette semaine. Je vais dire en 3, je vois bien Alonso, effectivement, aussi comme toi, Nico.
En 2, je vois bien Pérez et en 1, je vois bien doubler Red Bull, moi, quand même. Un peu comme Yo-Yo. Ouais, donc Verstappen, Pérez et Alonso. J'avoue que c'est un podium qui me tente bien. Et je pense que. Yo-Yo, t'avais mis qui toi en P3? Hamilton. Hamilton, ouais, d'accord. Mais après, t'avais mis doublé Red Bull, ok, d'accord. Ouais. Ouais. Ça marche, ouais, moi Bon, bah, aussi, je c'est vois bien. Yo-Yo. Je, C'est Yo-Yo je, qui va se rapprocher du classement. On va être dans je le vois, caca, les gars. je Non, vois mais bien le doublé Red Bull, ouais. moi, dimanche, je suis sur Unibet en train de mettre le pari du yo. Hein. Je le tente. Hein. D'ailleurs, si Unibet ou Winamax ou que sais-je encore souhaite nous sponsoriser, bah, on est tout à fait preneur, bien Ouais, évidemment. on est preneur de baquet en F1. Pas de C'est ça. souci. Bon, alors Remplacer un ça, Stroll ou un Latifi. un Ouais. peu moins, mais en tout cas, on est preneur d'un partenaire, quel qu'il soit. Voilà, pour nous, c'est un plaisir de faire ce podcast et bah, on aimerait pourquoi pas bah, encore se professionnaliser et vous proposer encore plus de contenu. Et donc voilà, là-dessus, si une oreille miraculeuse nous entend, nous sommes ouverts aux discussions, bien évidemment. Ok, mis à part cette petite parenthèse promotion, du coup, comme on le disait, effectivement, on risque de voir, effectivement, malheureusement, et on abordera ça, je pense, la semaine prochaine. C'est un sujet qu'on voulait aborder, effectivement, la fin un petit peu des grands prix en Europe, qui fait un petit peu peur. Alors, le Castellet, effectivement, bon, c'est un circuit historique, etc., mais effectivement, la disparition de Spa au programme de la F1, ce serait vraiment, je pense, un crève-cœur pour nous tous, pour tous ceux qui aiment la F1. Je pense que tout le monde connaît le raidillon de l'eau rouge à Spa. Je pense que c'est un virage enfin une montée qui est mythique. Il y a eu plein de très belles courses qui se sont déroulées. Donc effectivement, on en parlera, mais effectivement, juste petit zoom sur le Castellet. Donc possiblement la dernière année, messieurs, du Castellet au calendrier de la F1. Ouais. Ouais, c'est ce qui s'avait annoncé qu'il fallait que les circuits en Europe trouvent un compromis pour qu'il y en ait moins, pour Mm. privilégier l'arrivée des circuits à Las Vegas ou d'autres, À Miami aussi. ouais, instaurer le plus le Miami ou d'autres circuits ailleurs dans le monde, pour Faire pas des qu'il y ait pays, ouais. trop de circuits européens. Mais bon, Mm. bah, ils veulent des circuits pas spectacles, c'est leur problème. Hein. Parce que C'est ça, bon, parce que pour le moment, les nouveaux circuits qui sont arrivés là, entre Jeddah et Miami, c'est pas. Voilà quoi. Jeddah ça va encore, je pense, mais Ouais, Miami un peu moins. Le circuit de Las Vegas ça va être bien en image, mais je pense que, ouais. enfin, qui veut aller prendre des risques dans des lignes droites à fond à 380 bourrins alors qu'il y a une plaque d'égout qui peut soulever, ouais, c'est pas le mindset. Hein. Non, je pense que Mm. tu préfères avoir des circuits comme le Castellet où tu as plein de place Eh oui, pour dépasser, des vrais comme on a circuits. vu en Autriche, mais c'est genre, c'était fou. Genre les nombres de dépassements qu'il y a eu, la prise de risque et tout, des gens qui finissent dans le bac à gravier. Bon, Mm. voilà, à voir. Ah, là, Non, tu mais c'est sors, sûr par que contre, tes pneus les circuits sont urbains, KO, là. Hein. Ah ouais. ouais, oui, bah c'est ça qui va être intéressant aussi. Hein. Le Avec premier les qui cloques. va, le premier qui va aller un peu loin sur le circuit de Castellet, les pneus, il doit rentrer pour Ah bah, échanger. ouais. Je dis rien, mais il y a deux petits Ferrari qui risquent de se battre et de finir à cet endroit-là. Ah, Oui. il coule, hein. Attention. Hein. J'ai appelé Leclerc, j'ai demandé de pousser Verstappen en dehors des limites. Mais Mm. bon, ça, c'est plutôt Mercedes qui pousse C'est ça. les Red Bull en dehors sur le bac à gravier. Dans le bac à C'est vrai gravier. que l'année dernière, il y avait eu une sacrée bagarre entre Verstappen et Hamilton au Castellet. Ouais. Bah, en plus, Ouais. Juste après Silverstone, où là aussi, il y avait eu une sacrée bagarre entre Hamilton et Verstappen. Il y a eu une Le sacrée bagarre. crash, Ouais, exactement. Le gros crash de Verstappen, là, qui n'avait pas du tout été freiné par les graviers, puisque sa voiture, Bon, bah, elle avait juste lévité au-dessus des graviers, comme ça. Ouh, elle avait passé tous les graviers tranquille. Mais ouais, c'était impressionnant. Très bien, messieurs, ça marche. Bah, écoutez, merci encore pour votre je crois disponibilité. que Alex, il a pas parlé sur le Castellet. Si?
Ouais, Non? le Castellet à part boire du Excusez-moi. Ricard à Paul Ricard, pas grand-chose. Non, 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 bah, je pense que là, le Castellet, le seul truc, enfin le seul moment où ça va être super, ça va être le premier virage, c'est toujours le carnage. Mm. Le virage 7, où c'est vraiment un mini 90 degrés en fait. Et après, ça va être juste qui va mieux conserver les gommes. J'ai très hâte de voir un Esteban Ocon faire alors, il y aura 53 tours, faire un petit 40 tours en hard. Allez, on va se chauffer et on termine par du médium. Lui, il est très fort pour maintenir ses pneus. Mais pour rebondir un petit peu sur ce qu'on disait sur la fin des Grands Prix, il ne faut pas oublier à l'époque le Grand Prix d'Europe qui était exceptionnel, qui Mm. était en Espagne. C'est à Valence, Et non? j'aime bien. Pardon? Ouais, c'était à Valence, C'est à exactement. Valence, ouais. Et en fait, ce qui est dommage, c'est qu'on est obligé d'avoir des situations assez exceptionnelles pour avoir des vieux circuits qui nous tenaient quand même à cœur. Je prends l'exemple de Covid quand on a eu la Turquie, quand on a eu Portimon, quand on a eu ce genre de Grand Prix, quand on a même eu le Nürburgring. On s'est dit, c'est fou quand même de rouler avec des voitures modernes sur ça. Enfin, je vois bien un Jerez ou même un Magny-Cours. Enfin, ce serait complètement mortel avec les F1 2022. Ou même, enfin, retour un petit peu au Brésil dans les vieux circuits ou en Argentine. Donc voilà, ce qui est un petit peu dommage au profit un petit peu de de la FIA qui est plutôt pro-ricain et on va avoir plus de grands prix comme ça. Donc en fait, si le show, c'est un petit peu comme le show au Grand Prix de Miami ou aux États-Unis où en fait le présentateur il sait pas quoi dire, il est perdu. En fait, ça fait un peu peur, mais bon, on va perdre quand même un grand circuit. Au profit de quoi? On verra ça plus tard, quoi. Ouais, effectivement, j'ai l'impression, comme tu dis, Alexandre, la FIA qui privilégie un peu les grands prix à spectacle avec les villes un peu très touristiques, très voilà, mais au final qui donnent pas forcément des grands prix toujours top. Ok. Bon, bah écoutez, est-ce que tout le monde a pas... Je suis désolé ce soir, je suis très distrait, assez fatigué, je vous ai un petit peu oublié, je suis désolé. Pas de Ne m'en problème. voulez pas. C'est bon, du coup, tout le monde... Est-ce que quelqu'un voulait aborder un dernier et ultime point à ce niveau-là? Au Non. niveau de ce Grand Prix Paul Ricard, c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez hâte de ce Grand Prix ou pas? Hâte de faire la sieste et de regarder le Tour de France en même temps. Non, Ok. c'est pas celui que j'attends le plus. Mais il y a le retour de toutes les compétitions là. Il y a la Formule 2. Regardez la Formule 2 sur le Castellet. Alors là, Ouais. alors là, mon gars, va y avoir Ça de va la se bataille. cogner. Ah là, ça va se cogner, ouais. Et W Series aussi. On en parlera lors Ah d'un oui. prochain podcast, mais W Series, Et tu peux nous dire ce que c'est les W Series, Nicolas? c'est compétition féminine de course automobile, style, c'est sur des F3, des anciennes F3 ou qui sont modélisées et qui, du coup, elles font pareil, des courses dessus. Avec la princesse Jamie Chadwick, qui est la reine, quoi. T'as Lewis Hamilton, t'as Jamie Chadwick au-dessus, pour moi. Ah ouais. Non, elle est Alors, trop forte, elle est trop forte. C'est la seule, ouais. pour moi, je fais un pari. On parlait des rookies tout à l'heure. Un jour, elle va arriver en F1. Quand je pense que Williams ou Mercedes va faire le pari. Mais elle a quel âge? Alors ça, c'est une bonne question. Je suis un fan mal renseigné, du coup. Non, mais Euh, elle est plutôt âgée ou... Enfin, elle Non, est Ça se non, plutôt... demande pas l'âge d'une femme, Ah ça se d'accord, ok. demande par non, les non, messieurs. elle peut être dans Non, la mais catégorie rookie, hein. elle En est fait, plutôt... Ah d'accord, Mmh. elle est plutôt maximum 25 ans, quoi. Donc elle a encore quelques Ouais, années devant elle elle. est jeune, hein. Elle est née en Ok. 98. 98. Ah Ouais, ouais, voilà. Ah, 23, Ouais. d'accord, ok. Ouais, j'aurais Très dit bien. 25. Mais oui, 24, Ouais. ouais. oui, elle est déjà double tenante du titre dans les W Series. C'est simple. À chaque Grand Prix, elle smurf les Grands Prix. Genre, elle a déjà 10 secondes d'avance au bout de 2 tours. Et en vrai, elle peut fumer un pilote de F1 si on la met dans une F1. Mais moi, je l'adore. Elle est Ouais. trop forte. Donnons-lui un volant F2 ou F1 parce que c'est clair qu'en fait, elle surnage tellement la course que ben, t'as quasiment pas d'intérêt à regarder la course tellement c'est Ouais, qu'elle est ça. géniale. C'est prévisible. Ouais. Ok. Bah écoutez, ouais, ça serait intéressant. Je pense que pour le coup, en F1, euh, je pense qu'effectivement, on peut mixer hein, les hommes et les femmes. Je Ouais, tu pense peux, qu'il ouais. n'y aurait pas trop Ben, de... Oui, en ça, F2, t'avais Tatiana Calderon il y a ouais, 2 saisons. c'est vrai.
Ouais, je pense que autant il y a des sports, ce sera un peu plus compliqué de mixer les catégories. Comme de mixer les catégories de poids, hein. Il y a des sports où on peut pas mixer les catégories. Genre les sports de combat, c'est impossible, c'est meurtrier de mettre un poids lourd avec un poids plume, hein, clairement. Et c'est normal qu'il y ait des catégories. Mais là, je vois pas trop les no-go pour mettre des femmes en F1. Ouais, il est politique, hein. Non, oui, oui, non, Ouais, mais c'est ça. voilà, mais c'est ça, non, mais voilà, je pense que il y a pas de Ça va no-go le à faire. ce niveau. Autre que celui-là, oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Ça va le faire. Lewis, il se bat pour. Donc, du coup, Ah ça va ouais? le faire. Ouais, Lewis, Ah il est bah, militant de ça et c'est c'est celui qui a fait monter Chadwick justement devant la scène et où il a dit bah elle mériterait d'avoir un baquet. Voilà, eh bien, ça va le faire, ça va le faire. écoutez, en tout cas, curieux de voir ça, parce qu'effectivement, bah, si, moi je pense qu'effectivement, sur ce genre de sport, clairement au plus méritant d'aller défendre sa place en F1. Après, effectivement, quelle écurie prendra le lead sur ça? On verra. On aura Lotus. Ah oui, d'ailleurs, on Ah n'a oui, pas c'est parlé vrai. de ça. Et oui, il y a eu cette semaine, c'était cette semaine, hein, c'était pas quelque chose de. Ouais. Ils Il y a eu. avaient teasé un petit peu Ouais. via des commentaires comme quoi Lotus reviendrait en Formule 1 et ça y est, ils ont annoncé comme quoi ils seront de retour prochainement. Ils n'auront pas dit quand, on sait pas ce que c'est prochainement, mais bon, c'est Ça, du coup. Hop, le petit F1, logo ex F1 avec Lotus. Lotus. Voilà. Le Oui, effectivement. retour. Ils Je pense avaient. qu'en même temps que Porsche, Ouais, et Volkswagen. Andretti. Ouais. Ouais. Ah voilà. Peut-être une Voilà. fusion. C'était suite à ça, là. Ouais. Suite à ça, là, où en gros le compte Lotus avait répondu Need to Patience, make little an one. F1 comeback. Et il avait mis du coup patience, mon petit. Et quoi, quelques jours après, bah, c'est arrivé, la réponse est Fort. arrivée sur TikTok. Mais du coup, quand, comment, en F1? A priori, oui. Mais quand, comment, à la place de qui? Est-ce que la grille passera à 21 écuries? 22? 23? Je ne sais pas. Parce qu'il y a aussi Audi, il y a aussi Porsche Ouais. qui veut rentrer dans le game. Andretti, ouais. Bref, d'ici à l'année prochaine, après peut-être que Lotus vont s'associer à peut-être ils Aston vont revenir Martin va potentiellement bouger, hein. Je sais pas si à vous avez 11. vu, ils se sont fait Ouais, racheter par les Qataris. Bon, c'est ça. remarque. Mais ils vont bouger à la place de qui, du coup, ils vont se faire que deviendra Aston Martin? Bon, bien que c'est pas historique, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ça va devenir, ils ont pas de marque de voiture, le Qatar. Ils vont faire un. Non. Des prototypes, mais rien de sérieux, quoi. Ok. Ouais, mais en F1, la place sera prise par qui, du coup? Ils vont Je faire sais un pas, partenariat. en vrai, peut-être Aston. Quand tu regardes ils aiment bien les hypercars dans tout ce qui est Dubaï, le Qatar, donc ça me choque pas qu'ils restent avec la marque, Aston, D'accord. mais qu'ils ont Aston, tu injecté beaucoup penses? d'argent. Ouais. Ouais. Bon, de toute façon, là, c'était Lawrence Stroll qui était devenu propriétaire de Aston, Ouais. non? Il me semble. Ouais. Le père de Lance Stroll, du coup, et qui était propriétaire de Aston. Et je trouve que lui, bon, pour le coup, c'est ce qu'il cherchait à se faire racheter et à vendre des 4x4 Aston Martin un peu plus facilement que ce qu'il avait l'habitude de faire, de Mmh. moderniser un petit peu la marque au lieu qu'elle soit affichée dans les James Bond tous les 3 ans. Mais ouais, ok, très bien. Effectivement, il y a aussi Audi, Porsche qui veulent revenir. Là, Lotus, peut-être que ce sera simplement, enfin simplement, peut-être que Lotus sera plutôt en partenariat, je sais pas, ou est-ce qu'ils auront une écurie en propre. On verra tout ça, mais je pense que c'est pas avant l'année prochaine, hein. À minima, au mieux, hein. Et encore l'année prochaine, ça me paraît tôt, hein. Non, moi, je dirais 2025 avec l'évolution moteur. 2025. Ouais, Ouais. 2025. Ouais. Donc Ouais, c'est ça. 2025, c'est encore 2 ans et demi avec ces mêmes équipes sur le plateau. Très bien, et ben écoutez, merci messieurs pour ce 8e épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer du Grand Prix du Castellet. On verra si on a respecté, si nos calls sont bons. On verra qui se sera fait de l'argent sur Unibet. Et on verra qui aura dormi et qui aura regardé l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées. Merci encore. On vous souhaite du coup une bonne écoute. Retrouvez-nous sur Apple Podcast et Spotify Toutes les pour plateformes les même. épisodes, Tout est toutes les disponible. plateformes de streaming, nos réseaux sociaux qu'on essaie d'alimenter aussi de temps en temps.
Et voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours. On est toujours preneurs si vous voulez qu'on aborde des sujets, si vous voulez qu'on revienne en focus sur certains points. On est à l'écoute. Écoutez, merci messieurs, bonne soirée, bonne fin de semaine au boulot. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.